Bonjour les apprentis chimistes, je suis super content de vous retrouver. Je tenais à faire une petite vidéo pour vous présenter le logiciel libre et gratuit Dosake que je trouve absolument excellent. Très utile pour les TP, très utile parfois pour les TIPE, très utile en fait avant de faire une manip de titrage. Donc déjà, je précise que je vous mets un document en description avec le lien là qui vous permet de télécharger Dosake, encore une fois qui est libre et gratuit. Je vous invite vivement à le télécharger sur votre bécane. J'adore ce logiciel, c'est vraiment très très utile en séance de TP et puis je pense que c'est utile aussi pour les collègues s'il y en a qui ne l'utilisent pas. Donc je vous ai mis aussi une petite feuille de TD, voilà, qu'on va regarder un petit peu ensemble. On va pas la faire en entier, mais l'idée c'est que je vous familiarise avec ce logiciel Dosake. Par contre, attention, il est important aussi de coupler l'utilisation de Dosake avec vos connaissances de chimie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va simuler une courbe de titrage, eh ben, il est important d'abord de prévoir, à l'aide de vos connaissances, quelle serait, d'après vous, la courbe de titrage. Et comme ça, au moment où la courbe, on la simule, on est beaucoup plus apte à l'interpréter, à comprendre ce qui peut nous surprendre éventuellement. Vous allez le voir, il peut y avoir des fois des petites surprises. Bref, je vais vous montrer tout ça. Donc cette vidéo, elle est surtout à l'attention de mes étudiants parce que ça va permettre de bien préparer aussi le prochain TP. Donc ce que je vous propose ici, ça va être juste dans ce petit TD de simuler des courbes de titrage acido-basique. Les objectifs, c'est principalement l'acide maléique, fumarique et phosphorique. D'accord. Il y a des données à la fin de la feuille, hein. Il y a les pK pour l'acide phosphorique, qui est un triacide. Et puis pour le fumarique et le maléique, je vous ai donné les structures ainsi que les deux pKa, ce sont deux diacides. Moi, dans la vidéo, je ferai que le phosphorique. Mais on commence par une petite mise en jambe avec la première partie pour que je vous montre un petit peu comment fonctionne Dosake. Et je voulais préciser que là, la grosse mode des nouveaux programmes, effectivement, c'est de travailler sous Python. Ok, il y a plein d'avantages avec Python. Soyons clairs, pour ce qui est de la simulation de courbes de titrage, vous mettrez 100 fois moins de temps à utiliser Dosake. Donc, même si on peut simuler des courbes en Python, ça sera beaucoup moins efficace si on est sur une séance de TP. Alors, on est parti. Donc, vous voyez, d'abord, la première partie, je vous demandais de prévoir qualitativement, là, sans Dosake, l'allure d'une courbe pH métrique pour le titrage d'une base forte par un acide fort. Et puis, comment il modifie cette courbe si on dilue la solution titrée ou si on dilue la solution titrante. Donc là, je le fais à l'oral parce que ça, je considère que si vous regardez cette vidéo, a priori, c'est trivial pour vous, mais on va avoir une courbe. Bon, on va la simuler juste derrière, mais comme on titre avec un acide fort, on a une diminution du pH et on va avoir un saut au niveau de l'équivalence. Donc voilà, la courbe, c'est une sigmoïde, c'est une courbe bilogarithmique aussi, on peut dire. Et le fait de diluer la solution titrée, donc ça veut dire la solution basique, eh bien ça va diminuer le pH avant l'équivalence et donc réduire le saut. Si on dilue la solution titrante, augmenter le pH après l'équivalence, puisque l'acide sera moins concentré, donc réduire le saut, et si on dilue les deux simultanément, même chose. Donc ça, on va bien l'apprécier avec Dosake. Le but, c'est pas que je vous refasse un cours sur l'acidobasicité, c'est bien qu'on utilise Dosake. Voilà, désolé pour cette intro un peu longue, donc on passe à la deuxième partie. Pour simuler les courbes adéquates, confronter les simulations avec vos prévisions. Donc là, normalement, si on le fait ça bien, hein, on prend un crayon, un papier, on trace les courbes. Et vous voyez que je ne vous ai pas mis de concentration, mais quand on fait avec Dosake, finalement, on va choisir nous-mêmes. Donc vous allez voir comment je m'y prends, ça va être simple. Donc je commence par le Bécher, tout à gauche, et en fait, on va aller d'onglet en onglet. Le Bécher, au début, on n'a qu'à mettre 20 millilitres, et puis on a dit qu'on allait simuler le titrage d'une base forte. Donc là, je vais aller dans acide et base, et je vais prendre des ions hydroxydes. Donc par exemple, pour démarrer à la concentration 0,1 mol par litre. D'accord. Je pourrais très bien choisir une quantité de matière, une masse, une concentration massique. Moi, je vais choisir 0,1 mol par litre, j'ai 20 millilitres, et puis ensuite je peux valider, passer à la burette. Et là, attention, Dosake m'engueule un peu parce qu'il dit bah attends, t'as mis des H au moins, mais ça doit être électriquement neutre, donc il me propose soit d'ajouter une espèce moi-même, soit de dire que je m'en fiche, mais si par exemple je voulais faire de la conductimétrie, pas terrible, ou neutraliser la charge avec du potassium, du sodium. On va mettre des ions sodium, comme ça fait de la soude NaOH. Et je passe à la burette. Donc la burette, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de l'acide. Donc je vais sélectionner H+, qui modélise un acide fort, par exemple de l'acide chlorhydrique. Là aussi, on va mettre une concentration. On ne va pas chercher compliqué. Je vais mettre à 0,1. Et puis, on va se mettre, on va dire qu'on a
a une burette de 50 millilitres, voilà, c'est le cas dans mon labo. J'avance, la même chose, il me demande d'équilibrer la charge, donc on va mettre des ions chlorure. Et là, il me fait le listing des espèces présentes. Dans certains cas, il va falloir que j'en retire. Là, en l'occurrence, je sais qu'il n'y aura pas de problème dans les calculs. Ensuite, il présente les réactions possibles avec les constantes d'équilibre. À part quelques cas particuliers, normalement, il n'y a pas spécialement de précautions à prendre, en tout cas pas ici. Il me donne les résultats, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la représentation graphique. Et là, j'arrive au choix des courbes. Donc le choix des courbes, moi, ce que je veux, c'est une courbe qui me donne le pH en fonction du volume. Donc grandeur portée en abscisse, je vais choisir le volume, qui va être exprimé en millilitres. Et en ordonnée, je vais prendre le pH. Vous voyez, c'est tout simple pour le moment. Et puis, quand j'arrive là, je vais simplement valider, tracer la courbe. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une belle courbe de titrage pH métrique où on voit ce que je vous ai dit. On a le pH qui diminue lors de l'ajout d'acide simplement parce qu'on neutralise les ions H-, donc on diminue la concentration H-. Ici, il y a le saut de pH. Et ensuite, on ajoute de l'acide, de l'acide, de l'acide. Donc, on a une première courbe. Je vous montre quelques petites choses que vous pouvez faire. Par exemple, on peut mettre un indicateur coloré. Donc, je vous rappelle qu'un bon indicateur coloré, il doit encadrer le pH à l'équivalence, donc ici, sans venir englober les points précédents. Sinon, on ne sera pas précis à la goutte. Donc là, je veux un indicateur coloré qui a une zone de virage autour de 7. Donc, je peux faire un test avec 2 AQ et me dire, tiens, par exemple, est-ce que le bleu de bromo thymol irait bien? Et là, je peux déplacer. Alors, comment on fait déjà? Bam, je récupère. Non, c'était pas comme ça que je le voulais. Ah, j'ai un problème. Voilà. Moi, je voulais bouger ça. Ah, ça y est. Voilà, je peux le caler ici. Et donc, voir que, hop, pardon, donc c'est un simple clic, hein, que quand je vais passer d'avant à après l'équivalence, je vais franchir la zone de virage d'un seul coup. C'est ça le bon critère. Bon, ici, on ne va pas trop se focaliser sur l'indicateur coloré. Ce n'est pas l'objectif. On va regarder maintenant l'influence de la dilution. Regardez bien. Ce que je vais faire tout simplement pour avoir l'influence de la dilution, c'est que je reviens au bécher et puis je ne vais pas me casser la tête. Je vais diviser la concentration par 10. Donc je passe à 0,01. Et le sodium, on va le remettre à la même concentration. Poum. Et là, je dilue la base. Si je fais ça, je vais diluer également l'acide. Hop. Et puis les chlorures, on va les remettre à la même concentration. Et ensuite, je valide les différentes étapes. Et là, regardez, je trace la courbe. Donc l'allure de la courbe est évidemment la même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des superpositions. Donc je vais aller sur superposer. Et puis je peux aller chercher les simulations qui ont été faites précédemment. Donc là, je vais rajouter ma simulation précédente. Et vous voyez, je vais avoir les deux courbes en même temps. Alors le truc, c'est que là où je n'ai pas été malin, c'est qu'elles sont de la même couleur. Donc je vais peut-être changer la couleur de la deuxième, vous voyez. Et hop, on voit que la courbe rouge, c'est la courbe diluée, celle que je viens de tracer. Donc le fait d'avoir dilué la base, en fait, on a perdu une unité de pH, ce qui est logique, puisque le pH ici, il est égal au pKe plus log de H au moins. Donc quand je dilue H au moins par 10, dans le log, ça fait une unité d'écart. Donc je descends le pH d'une unité du fait d'avoir dilué la base, j'augmente le pH d'une unité du fait d'avoir dilué l'acide. Et allez, je vais juste le refaire une autre fois pour qu'on vérifie cette tendance. Donc là, je vais un petit peu plus vite, je fais exactement la même opération. Hop. Donc une fois que le logiciel, vous l'avez en main, en fait, ça va très très vite, puisque vous savez exactement ce que vous voulez faire. Donc là, je mets les chlorures, et c'est déjà quasiment terminé. Parce que là, j'arrive au choix des courbes. Je vais lui changer la couleur. On va mettre hop, du rose. Et encore une fois, je peux venir superposer avec ce qui a été fait avant. Donc là, poum, poum, je prends tout le monde. Ah, il n'a pas l'air d'être d'accord. 0,1, nanana, nanana. Si je mets tout décoché, tout coché. Bon, alors là, j'ignore pourquoi il me manque la courbe rouge. Mais on voit qu'il y a 2 unités d'écart. Bon, j'ai du mal cliquer quelque part. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Sinon, je vous montrerai d'autres courbes. Mais on voit que le fait d'avoir dilué par 100 entre la première solution et celle où je passe à 10-3,
ben, je descends de 2 unités. La conclusion de ça, c'est quoi? C'est que bien évidemment, si on travaille avec des solutions trop diluées, on écrase le saut de pH, et plus on écrase le saut de pH, moins la détection de l'équivalence est bonne. Pour autant, travailler avec des solutions très concentrées, ce n'est pas forcément recommandé non plus. Et puis, bah voilà pour cette partie, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal. Je voulais maintenant vous montrer la deuxième partie, hop, qui est ici. Donc on ne va pas la faire en entier, on va le faire juste pour un acide, et cette fois-ci on va jouer le jeu. Donc pour chacune des solutions acides proposées, là on va prendre l'acide phosphorique, d'accord? Donc c'est celui que je vais traiter dans la vidéo. Je vous demande, là maintenant, de mettre pause après qu'on ait lu la question pour essayer de le faire, de prévoir qualitativement l'allure de la courbe pour ce titrage, en particulier le nombre de sauts. C'est vraiment intéressant, je l'ai fait faire beaucoup d'années à mes étudiants, et en général, quand on fait vraiment, on joue le jeu avant, on a une surprise et ça permet de mieux comprendre derrière ce qu'on a. Indiquer dans chaque cas si les réactions voilà, successives simultanées, attribuer les équations de réaction, sachant qu'on vous donne ici les pKa. Donc on part de H3PO4, en gros on va doser H3PO4 par de la soude. Donc maintenant je vous demande vraiment de mettre pause, d'essayer de prédire, et je voudrais que vous me mettiez en commentaire combien de sauts de pH vous prévoyez pour cette courbe. Et pour tout vous dire, je verrai si ça réagit bien. Enfin, je ne vous demande pas forcément d'avoir la bonne réponse, mais en tout cas, si j'ai beaucoup de commentaires sur ce type de questions, et ben ça me stimulera pour vous faire d'autres vidéos de ce type-là. Voilà. Si vous avez mis pause, ben je vous propose maintenant qu'on le fasse. Donc en fait, si on se base sur la condition de successivité des titrages, on sait que quand il y a un delta pK supérieur à 4, eh bien on a, on a des titrages successifs. Et donc, des sauts de pH distincts. Donc ici, entre 2,2 et 7,2, puis entre 7,2 et 12,3, j'ai bien un écart de 4 ou plus. Donc a priori, sur ce seul critère, on devrait prévoir 3 sauts de pH pour l'acide phosphorique, un pour chaque acidité. Ok, donc là, bah, je vous propose de repartir sur un nouveau titrage. Donc je vais supprimer ce que j'ai fait ici. Je vais aller chercher dans les acides et bases l'acide phosphorique qui doit se trouver où Poum, 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 poum. Je l'ai paumé. Ah, il est là. H3PO4. Donc là, on va le mettre à 0,1 mol par litre. Je vais rester dans les concentrations. À 0,1 mol par litre. Je vais en mettre 10 millilitres. Alors pourquoi? J'anticipe un petit peu, puisque je sais que pour un acide phosphorique, il me faudra 3 équivalents de soude, puisque c'est un triacide. Et comme ça, avec ma burette de 50 ml, je mets la même concentration et tout se passera bien. Donc là, je passe à la burette de 50 ml. Cette fois-ci, on va mettre des ions hydroxyde à la même concentration. Et je complète avec des ions Na+. Ensuite, je peux passer au résultat. Et donc, on va remettre du bleu pour la courbe initiale. Là, ce que je souhaite tracer, bah, effectivement, c'est le pH en fonction de V. Donc, on va commencer par ça. Donc, je vous rappelle que là, normalement, vous avez dû tracer à la main la courbe que vous attendiez. Et puis, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais enlever la superposition. Boum, voilà. Tout simplement, on a une courbe avec 2 sauts de pH. 2 sauts de pH, et pourtant, la condition de successivité nous a bien dit, on en prévoit 3. Et donc ça, c'est un cas qui est très intéressant. En fait, on va essayer de regarder d'un peu plus près si vous prenez les réactions et les constantes que vous avez là. Pim pam poum. Alors, est-ce qu'on a la réaction de titrage qui apparaît ici? Non, je ne vais pas vous le montrer comme ça, je vais vous le montrer avec l'énoncé. Si vous regardez sur l'énoncé, en fait, la dernière acidité, la troisième acidité de l'acide phosphorique, elle est ici, elle a un pK de 12,3. Ce qui fait que si vous écrivez la réaction de titrage, qui serait HPO4 2- plus HO- donne PO4 3- plus H2O, et que vous calculez la constante, vous allez voir que vous avez une constante qui vaut 10 puissance 1,7. Donc autrement dit, cette constante, elle n'est pas suffisamment grande pour que votre réaction soit quantitative. Or, une réaction de titrage, pour qu'elle soit utilisable, il faut qu'elle soit rapide, quantitative et sélective. Et donc là, le critère quantitatif n'est pas respecté, si bien que on va atteindre un état d'équilibre. Sur la courbe, ça se matérialise comment? Eh bien, on l'a ici. On a bien la première acidité qui est titrée de manière très nette, la deuxième acidité de manière très nette, et puis ensuite, on a un équilibre entre les deux dernières formes de l'acide phosphorique, ce qui fait qu'il n'y a aucune raison d'observer un saut de pH. Le saut de pH, c'est quand vous avez vraiment disparition d'une des espèces, et que du coup, on change entre guillemets de couple acido-basique qui impose le pH. Voilà, ça j'espère que c'est clair pour vous, et je vais vous donner maintenant
un deuxième outil avec Dosake qui permet en plus de confirmer tout ce que je viens de vous raconter, c'est qu'on va tracer en même temps les courbes de distribution des différentes formes acido-basiques de l'acide phosphorique. Donc l'acide phosphorique, je reviens à l'énoncé, vous voyez qu'il a en tout 4 formes acido-basiques, et donc la courbe de distribution de l'une des formes, c'est la concentration de cette forme sur la somme des concentrations. Donc en gros, ça vous donne le pourcentage de H3PO4 par rapport à l'ensemble des formes acide-base. Avec Dosake, c'est super simple, puisque simplement, je vais garder le volume en abscisse et en ordonnée. Eh bien, je vais aller chercher, par exemple, si je veux la courbe de distribution de H3PO4, vous voyez, je clique dessus, elle s'appelle C7 dans Dosake, et je divise par la somme des concentrations, donc H3PO4, plus, ensuite, il faut trouver les autres, donc H2PO4-, il est ici, plus le troisième, c'est HPO4-2-. Alors des fois, ils ne sont pas tous mis bien à la suite, donc c'est un peu galère à chercher. Il est là, HPO4-2-. Et ensuite, il me manque le PO4-3-, le phosphate. Où est-ce qu'il se cache celui-là? Il est là. Poum. Tac. Donc là, j'ai mis la fonction de distribution pour l'acide phosphorique. Pour ne pas m'embêter à tout retaper à chaque fois, je vais copier-coller simplement ça et je vais le rajouter. Vous voyez, je rajoute une grandeur en ordonnée et je vais juste changer le numérateur. Au lieu de mettre C7, je vais mettre C5. À nouveau, j'ajoute une grandeur en ordonnée. Vous voyez, je mets mes 4 fonctions de distribution comme ça. Poum. Voilà, et il m'en manque plus qu'une avec C16. Là, attention, regardez, si je lui demande tout de suite de tracer, j'ai un souci, toutes mes courbes, elles sont écrasées vers le bas. Ça, c'est parce qu'il met toutes les grandeurs sur l'axe à gauche. Donc là, il y a juste un petit truc à faire, c'est que pour les fonctions de distribution, je vais lui demander de mettre sur l'échelle de droite, ce qui va permettre d'avoir la bonne échelle. Et là, vous allez voir, ça va être très joli. Alors le jaune, j'évite, ça se voit très mal. Et là, normalement, vous allez voir, c'est magnifique. Hop, on a la superposition donc, de la courbe de pH et des courbes de distribution. Donc on va analyser ça. La légende, elle me gêne un peu. Alors si je ne la mets pas, peut-être que vous n'allez pas voir les courbes, mais sinon, vous pouvez la déplacer aussi. Vous voyez, c'est très bien fait, ce petit logiciel. Je vais la mettre en bas, comme ça, elle ne nous gêne pas. Eh bien, regardez ce qu'on a. On voit que entre V égale 0 et la première équivalence, on a bien l'acide phosphorique qui diminue de concentration et en même temps, on fabrique la base conjuguée. Pardon. Tout de suite derrière, on passe à la deuxième réaction de titrage. Donc, c'est cette base conjuguée qui devient l'acide et hop, qui est titrée et on forme HPO4-2-. Et enfin, le dernier titrage, donc le troisième saut, qui n'existe pas, donc il n'y a pas de troisième saut, c'est que, vous voyez, on va convertir HPO4-2- progressivement, qui est en noir, en PO4-3-, le phosphate, qui est en rose. Et finalement, vous voyez, on atteint une sorte d'état d'équilibre, il y a coexistence des deux, ce qui fait qu'il n'y a pas de changement de système, hein, on reste simplement à rajouter de la soude et à alcaliniser le milieu. La raison de ça, en fait, si on devait le retenir, c'est de dire que la dernière acidité, elle est trop faible. Avec un pK de 12,3, ça ne permet pas d'avoir une réaction de titrage quantitative, on arrive à un équilibre. Voilà, je ne vous ai pas encore montré tout le potentiel de Dosake, mais je pense que pour une première introduction, pour que vous puissiez le prendre en main un petit peu tout seul, c'est déjà très bien. Concrètement, c'est un petit peu ce genre de choses qu'on peut vous demander, qui peuvent être utilisées au concours. Par exemple, on vous laisse Dosake en libre accès sur certaines épreuves de TP. Et puis je rappelle aussi que les courbes de distribution, vous pouvez les utiliser avec les intersections ici. Je peux déterminer les pKa graphiquement. Ça, c'est une question qu'on vous pose tout le temps. Donc, à l'intersection des deux courbes, j'ai égalité des concentrations, donc pH égale pKa, mais je dois projeter sur la courbe de pH d'abord, de manière verticale, pour ensuite lire le pK ici. Donc là, on va bien retrouver 2,2, et je peux faire ça pour chacun des couples. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura servi, à mes étudiants ainsi qu'à ceux qui regardent la vidéo. Laissez-moi un commentaire voilà, pour me dire si c'est le cas. Est-ce que vous souhaitez d'autres petits exercices comme ça, par exemple, que vous pouvez faire avec Dosake, et prenez le temps vraiment de l'utiliser, de le prendre en main, notamment avant vos TP, d'essayer de simuler des courbes. Vous pouvez faire de la complexométrie, vous pouvez faire de la potentiométrie, parce que je vous ai dit, je n'ai pas montré tout le potentiel, mais on peut imaginer qu'en ordonnée, je rentre une loi de Nernst en fonction des concentrations, et donc je peux aussi prédire ce que va me donner une courbe potentiométrique. Bref, c'est un super outil, j'espère vous en avoir convaincu, et sur ce, je vous souhaite de bien travailler, je vous dis à très bientôt, allez, salut!